Bonjour donc à tous, Christine Poty. Je suis chargée, d'animer, cette table ronde avec nos 2 premiers invités, de ce cycle de séminaires qui commence aujourd'hui. Je voulais, vous présenter, tout d'abord le cadre dans lequel s'insère ce projet, ce nouveau programme. Donc, c'est un projet qui s'insère, dans le cadre d'un appel à projet qui a été fait par Sorbonne Alliance. Sorbonne Alliance qui a été créée en 2018 et comment dire? Heu, qui s'est concrétisée par une convention en 2021. Donc c'est une association assez récente, donc qui associe, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l'université Sorbonne Nouvelle et l'École supérieure de commerce de Paris, Business School, ESCP. Donc voilà, c'est une association qui vise à une recherche sur des projets scientifiques interdisciplinaires dans le cadre des sciences humaines et sociales. Il faut savoir que c'est une Sorbonne Alliance est potentiellement une grosse machine puisqu'elle réunit plus de 2000 chercheurs et enseignants-chercheurs et plus de 60 000 étudiants. Donc voilà. L'un des objectifs de Sorbonne Alliance, c'est véritablement de penser à l'échelle globale et le patrimoine, du fait de sa nature universelle, est un exemple emblématique qui se prête tout à fait à cette réflexion dans un cadre global. Il y a aussi une partie juriste qui est composée de 2 anciens étudiants de la double formation en droit français-italien qui lie l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'université de Florence, formation dont j'assume la direction depuis 3 ans. Et ce sont donc David Barbe, ici présent, qui, je crois que vous êtes diplômé la même année, en 2020. Ah bon, bah voilà. Bon, donc David Barbe qui a écrit sa thèse di laurea, qui est l'équivalent d'un gros mémoire de Master 2 en France, sur la colonisation et le droit, élément de comparaison franco-italienne. Oui. Voilà, et il est un futur magistrat puisqu'il passe les épreuves de l'ENM en fin mai. Quant à Anna Ludovica Danovi, qui a été en 2022 major de notre double programme et de notre M2 juriste international, avec, je crois, une moyenne exceptionnelle, donc, tout à coup, parce que je vois Jacques applaudir, donc voilà. Elle bénéficie d'un contrat doctoral donc à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et elle est en co-tutelle de thèse avec l'université statale de Milan. J'ai quand même fait aussi des recherches puisque j'ai vu que dès le lycée à Milan, vous aviez réalisé un mémoire sur l'esthétique du lait, la revanche du négatif dans les expressions artistiques du 19e siècle. Par ailleurs, lors de la dernière année de votre parcours en droit franco-italien, vous avez fait un stage à la direction régionale des musées de Toscane où on avait été très impressionnés de vous écouter sur cette expérience. Et dans le prolongement de votre thèse di laurea, votre thèse de doctorat porte sur la restitution des biens culturels, une analyse de droit européen comparé. Alors, droit européen comparé, vous avez quand même tous noté que c'est un groupe italien, italianisant. Nous avons tous des liens avec l'Italie dans ce groupe. Et d'ailleurs, c'est un des objets de ce groupe de recherche dont je parlerai dans un instant. Puisque Spores, donc, est un projet qui se veut transversal, alliant études de civilisation, de droit, d'histoire de l'art et de médiation culturelle. Et donc, c'est un sujet
spoliation-restitution qui est véritablement aux confins du politique, de l'artistique et du juridique. De toute façon, ce thème ne peut être qu'interdisciplinaire, hein. Le juriste, certes, est indispensable du fait de questions telles que celles sur lesquelles on reviendra, d'inaliénabilité notamment, toutes les questions de propriété, de transfert, etc. Mais aucune étude dans ce domaine ne peut se faire sans les méthodes et les outils historiques, politiques, diplomatiques et muséologiques. Donc en plus de la variété des disciplines qu'on souhaite représenter, il y a aussi donc cette variété géographique, puisqu'il y aura toujours en ligne de mire la France et l'Italie en rapport, à confronto, parfois je trouve plus mes mots en français. Et bien entendu, on élargira à une optique bien plus large que ces deux seuls pays. Donc cette thématique, elle est effectivement très actuelle puisqu'on y reviendra. Depuis 2000, on en est à l'adoption de la 4e loi en France sur la question des restitutions des biens culturels. Il y a une loi un projet qui vient d'être repoussé, qui devait commencer à être étudié hier. Voilà, et qui a été repoussé, c'est sans doute pas un hasard. On en parlera par rapport à toutes les problématiques que cette question pose. Aujourd'hui, certes, c'est un sujet d'actualité, mais il faut remonter aux sources. Il faut remonter aux sources et il faut remonter à l'origine, justement, d'où vient l'œuvre d'art, comment elle peut être restituée si on ne connaît pas sa provenance, etc. Donc on va en parler toute la journée d'aujourd'hui. Donc la question de la provenance, voire de l'histoire juridique des œuvres appartenant aux collections, va être une question dont on va débattre aujourd'hui. On va aussi s'intéresser peut-être aux questions un petit peu diplomatiques entre les pays qui font la demande de restitution ou qui parfois ne la souhaitent pas forcément, mais souhaitent plutôt une collaboration avec les pays européens et notamment la France. Donc notre table ronde d'aujourd'hui sera suivie à 18h d'un cocktail, comme vous avez dû le voir inscrit sur le programme, et de la projection à partir de 19h d'un film documentaire qui s'appelle Restituer, point d'exclamation, de Nora Philippe, qui a été diffusé sur Arte la première fois en 2021. Cette réalisatrice qui malheureusement ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui, qui est une ancienne élève de l'École normale supérieure également, chercheur associé au CNRS et qui travaille essentiellement sur des sujets liés à l'histoire coloniale et post-coloniale. En revanche, nous aurons avec nous Anne Doquet, qui sera là pour débattre à l'issue du film de cette question, qui est titulaire d'un doctorat en ethnologie, qui est spécialiste du Mali, où elle a vécu même quelques années, et qui est chargée de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Et elle connaît très bien le film et sa thématique, puisqu'elle est membre de l'ANR Retour et Restitution. Donc elle viendra nous parler, et deux étudiantes du Master 2 Industrie culturelle France-Italie de la Sorbonne Nouvelle, je ne sais pas si elles sont là encore, seront également avec nous pour discuter autour du film. Monica Cardillo, qui, je pense, est de nationalité italienne, qui a fait ses études à l'Université de Trento,
et qui a effectué son doctorat à l'université de Montpellier, où elle a enseigné l'histoire du droit italien, etc. Elle est désormais maître de conférence à l'université de Limoges. Elle va parfois à Brive-la-Gaillarde, où elle était hier, comme elle me l'a dit. Voilà. Et elle est membre du laboratoire observatoire des mutations institutionnelles et juridiques. Également membre du conseil d'administration du réseau des chercheurs italiens en France et membre de la Société des Amis de l'Académie des sciences d'outre-mer. Par ailleurs, elle devait la partir parce qu'elle est invitée pour 2 mois à l'école française de Rome. Mais son départ est un petit peu retardé parce que elle est admissible à l'agrégation d'histoire du droit. Et donc, elle passe une prochaine épreuve très bientôt. Donc, voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est le thème de votre doctorat qui porte en histoire du droit, donc sur l'eau et le droit en Afrique au 19e et 20e siècle, l'expérience de la colonisation française. Donc j'ai trouvé ça tout à fait, je n'ai pas lu la thèse, hein, mais j'ai trouvé ça tout à fait passionnant dans le petit résumé que j'ai lu à côté du titre, où vous vous intéressez à la question de l'appropriation de l'eau par le colonisateur français au cours des 19e et 20e siècles et à l'élaboration d'un droit particulier qui organise la gestion de l'eau dans les territoires conquis, ce que vous appelez un droit colonial de l'eau. Donc j'ai bien suivi. Et donc avec l'exportation d'un principe de domanialité publique de la ressource de l'eau dans les colonies. Vous êtes d'ailleurs secrétaire général de l'Académie de l'eau depuis décembre 2022. Enfin, vous dirigez avec un collègue le master anthropologie juridique et conflictualité dans lequel vous organisez, c'est la 3e année, les ateliers du droit colonial. Donc, bien évidemment, c'est en lien avec la question du droit colonial et de votre double connaissance du droit colonial français et italien que vous allez pouvoir nous éclairer en particulier aujourd'hui. Et la question des objets problématiques entre particulièrement donc en résonance avec votre réflexion en tant qu'historienne de la colonisation. Quant à Jacques Salloy, donc, tu as fait l'essentiel de ta carrière comme magistrat à la Cour des comptes, mais depuis une 40aine d'années, tu as eu des engagements très importants dans le domaine des politiques culturelles, avec tout d'abord, à l'arrivée de la gauche au pouvoir, en 81, tu as été directeur de cabinet de Jack Lang. Après un passage dans d'autres administrations, tu as été nommé directeur des musées de France de 1990 à 1994. On en reparlera, mais en 92, tu as préparé ce qui a finalement été l'ancêtre de la loi de 2002. La jeune mère le projet de loi musée, où on retrouve exactement les mêmes principes, et tu nous expliqueras pourquoi, dans la loi du 4 janvier 2002. Tu m'as dit aussi que en 92, avec Alpha Oumar Konaré, qui deviendra bientôt président du Mali, et qui à l'époque était président du Musée national du Mali et président du Conseil international des musées, donc l'ICOM, vous avez organisé à Lomé le premier congrès des conservateurs des musées africains. Oui. J'ai retrouvé, ça tu ne me l'avais pas dit, que de 2002 à 2007, tu as présidé le conseil d'administration de l'INHA, voilà, de l'Institut national d'histoire de l'art. Le premier président. Mais alors, tu as souvent été le premier président, donc parce que j'en ai d'autres. Donc voilà, premier président de l'INHA. De 2010 à 2020,
président de la commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art. J'ai démissionné en 2018 et supprimé en 2019. D'accord. Donc de 2010 à 2018, et on y reviendra. De 2013 à janvier 2019, tu es le premier et unique président, puisque la commission va disparaître, de la Commission nationale scientifique des collections. Voilà. Donc je pense avoir dit l'essentiel en lien avec... tu ajouteras tout ce qui te semble nécessaire par la suite. Et donc aujourd'hui, pour cette première séance sur le thème des objets problématiques, alors le titre est un peu énigmatique, ce double aspect que nous souhaitions examiner. Et on verra en effet que la situation n'est pas toujours simple pour la circulation d'un bien culturel. La circulation d'une œuvre d'art ne va pas forcément d'un point A à un point B directement et simplement. Sur la notion d'objet problématique, on peut aussi, du point de vue des restitutions, juger qu'un objet peut être qualifié de problématique. Tout d'abord parce que les soustractions peuvent être intervenues avant que le pillage ne soit sanctionné au niveau international, d'un point de vue juridique. Parfois aussi, du fait de l'écoulement du temps, il peut paraître difficile, voire impossible, d'être de façon sûre, de façon incontestable, de l'illégitimité de la prise. Donc ça, c'est un problème supplémentaire. Et puis surtout, même en admettant une soustraction illégale, les biens intégrés dans les collections publiques, et c'est sur ce problème qu'on reviendra beaucoup aujourd'hui, eh bien, bénéficient du principe d'inaliénabilité du domaine public, ou alors, pour ceux qui appartiennent à des propriétaires privés, eh bien, ils sont protégés par le droit de propriété. Donc voilà un petit peu tous les éléments. Alors, justement, la complexité inhérente aux biens culturels eh bien, se pose du fait que, cela a été dit, c'est-à-dire qu'on est dans un cadre de demande des restitutions qui rentrent dans le domaine public. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important et qui va représenter également un frein d'un point de vue notamment du droit interne et plus spécifiquement du droit français. Donc, vous connaissez peut-être tous les frises du Parthénon et c'est cette demande en restitution qui est faite depuis plusieurs années par l'État grec à l'Angleterre. Il y a également, comme a été dit, lorsqu'on parle de biens culturels, il faut s'interroger d'où viennent, c'est-à-dire il y a des biens qui appartiennent au domaine privé des individus et qui eh bien, ont été récupérés par les institutions publiques, et c'est notamment le cas, comme vous l'avez dit, des biens des Juifs spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Également, la complexité, pour moi, tient aussi au fait que c'est une question qui traverse le temps et qui traverse le long temps, le grand temps de l'histoire, car très souvent, ce sont des tableaux qui eh bien, sont soit des tableaux de l'Antiquité, soit alors qui datent de plusieurs siècles. Et les œuvres égyptiennes, par exemple, c'est un exemple aussi très, très frappant. Et cette ancienneté de l'œuvre comporte que, comme vous l'avez évoqué, le fait que les frontières des États entre-temps ont changé. Et donc, finalement, il peut y arriver que les États qui formulent aujourd'hui eh bien, des demandes de restitution n'existaient pas stricto sensu à l'époque où eh bien, ces œuvres ont été importées ailleurs. Et donc, la question qui se pose est aussi celle de savoir jusqu'à à quel point une demande peut être considérée comme légale ou alors simplement comme légitime.
C'est notamment le cas des frises du Parthénon qui ont été emportées en Grande-Bretagne entre 1804 et 1812, sont réclamées à partir des années 1980 par l'État grec, alors qu'à l'époque, l'État grec n'existait pas car l'indépendance était obtenue en 1830. Et donc, l'Empire ottoman qui existait à l'époque n'existant plus, aucun État, on pourrait dire, n'essaierait légalement à même de revendiquer la possession sur ces frises. Alors, il y a une autre question qui est très intéressante quant à l'ancienneté de la possession. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres d'art qui ont souvent été acquises essentiellement par l'Europe à plusieurs moments, que ce soit la Renaissance, que ce soit le XVIIIe siècle, au moment où naît la discipline archéologique, et qui finalement sont devenus presque des symboles identitaires d'un État, de l'État qui les a intégrés chez soi. Et je pense notamment au buste de Néfertiti, qui est un buste égyptien qui se trouve au Neues Museum de Berlin et qui est bien le symbole de l'identité allemande. Donc tout cela me fait effectivement réfléchir au fait que chaque objet a une histoire particulière et est différente d'une certaine généralité. Également, le problème de l'origine, c'est très important et c'est là, de toute manière, était un ressort du dernier rapport, notamment du rapport de 2018, Savoie-Sarr, qui a été également publié sous forme d'ouvrage. Mais cela ressort également du dernier ouvrage de Marie Cornu sur les biens culturels et le droit également, c'est-à-dire l'acquisition légale ou illégale. Ça, c'est quelque chose qu'il faut interroger dès le départ lorsqu'une demande de restitution est faite. Et il y a évidemment des acquisitions illégales qui sont qualifiées des prises de guerre, c'est le butin des guerres, et c'est sur ça que je vais revenir en parlant tout à l'heure de l'obélisque d'Axum, posé sur la façade de la basilique Saint-Marc. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette œuvre est une prise de guerre. Et cette œuvre a été prise d'abord par les Vénitiens lors de la 4e croisade à Constantinople, donc au XIIIe siècle, en 1264. Et ces chevaux donc, avaient été ornés à l'époque en Constantinople, le grand hippodrome de la ville. Et au XVIIIe siècle, en 1797, lors de la première campagne d'Italie de Napoléon, ils ont été enlevés et amenés donc, au carrousel du Louvre à Paris. Et finalement, ils ont été restitués à Venise. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir comment les objets circulent et comment il y a plusieurs prises et la restitution n'est pas forcément son possesseur d'origine. Également les prises des fouilles, les achats légaux, lorsqu'on parle d'origine, de la provenance, il y a aussi, à vrai dire, des biens qui parfois peuvent être demandés, mais qui font l'objet d'un achat. Si on pense par exemple à la Joconde, qui a fait l'objet des divisions, entre guillemets, entre les cousins italiens et français, mais qui fait l'objet d'un achat à la hauteur de 4000 écus d'or par François Ier à l'élève de Leonardo da Vinci. Les années de ratification des différents États, les États évidemment qui ont ratifié, donc on peut suivre l'évolution chronologique de ces engagements au niveau international. Il y en a également d'autres. Il y a par exemple les conventions internationales pour protéger les patrimoines nationaux et empêcher le trafic illicite des œuvres d'art. Là, il y a toujours une convention de l'UNESCO de 1970 qui vise à interdire le trafic illicite des biens culturels. Et le problème se pose toujours, qui ratifie cette convention et finalement, quelle est l'application, le caractère contraignant de cette convention. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une demande de restitution d'un bien culturel, on va chercher les différents instruments juridiques dont on dispose au niveau international pour voir aussi ces dispositions peuvent être à même de conduire le processus de restitution.
Mais, et peut-être je m'arrête là, si vous souhaitez donner la parole, j'introduis juste au niveau national, c'est-à-dire que certes, il y a un cadre juridique international, mais après, il y a des freins au niveau national. A été évoquée déjà la domanialité publique, c'est-à-dire qu'un bien, lorsqu'on rentre dans le domaine public de l'État, eh bien, il devient inaliénable, imprescriptible, insaisissable. Et donc, cela est aussi un élément de complexité davantage. Il y a eu des exemples également dans l'histoire, notamment du tableau de Nicolas Tournier. Donc, c'est le Christ portant la croix. C'est un tableau qui date du XVIIe siècle et qui avait disparu au musée des Augustins à Toulouse et qui avait disparu au XIXe siècle, en 1818, et qui a été, eh bien, par un tout hasard, retrouvé lors d'un salon international de la peinture ancienne à Paris en 2011. Donc, beaucoup plus tard, eh bien, à ce moment, lorsqu'on a compris que c'était eh bien, du Nicolas Tournier, on a tout de suite interdit la sortie de ce territoire, du territoire de ce tableau. Et là, on applique un proverbe ancien d'Antoine Loiseau, qui est un jurisconsulte du XVIIe siècle, à savoir « Qui mange l'oie du roi, 100 ans après en rend les plumes ». C'est-à-dire que c'est une expression qui résume parfaitement eh bien, le caractère insaisissable des biens qui appartiennent au domaine public, c'est-à-dire, c'est même le principe fondateur de l'édit de Moulins de 1566, et signifie que quiconque donc s'approprie les biens de l'État eh bien, doit les rendre un jour. Mais le problème qui peut se poser, c'est lorsqu'un bien est classé du domaine public, que la demande de restitution eh bien, oblige un déclassement, donc au déclassement qui est prévu seulement depuis 2002, si je ne me trompe pas, et qui demande toute une procédure législative justement de déclassement. Enfin, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. Alors, déjà, on a notre transition toute trouvée avec Lady Moulin, je vous dirai pourquoi. Je voulais juste réagir à ce que vous aviez dit. Et donc, vous aviez bien montré toute la complexité de la thématique, notamment en parlant des cas où on doit restituer un objet ou finalement à un état qui n'existait pas au moment de la spoliation. Je me disais qu'il y a aussi des cas où les frontières ont pu être modifiées, et donc ce qui peut aussi poser de gros problèmes, mais également quand vous avez évoqué la question de retirer un objet à un État qui en avait fait un symbole quasiment de sa nation, alors que cela ne lui appartient pas en vérité. Donc c'est vraiment tout à fait intéressant, et aussi sur le fait qu'on puisse restituer finalement pas un titulaire, à une personne qui n'est pas le propriétaire initial du bien. Donc tous ces aspects, il est vrai, montrent véritablement bien de cette complexité. Je voulais juste ajouter par rapport au texte l'importance qu'a pu avoir au moment où, à partir des années 2000, les actions terroristes se sont multipliées, notamment au Mali, en Irak, en Iran. Eh bien, c'est là qu'a commencé à se déclencher tout un mouvement juridique, et le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'était la première fois, s'en est mêlé, entre guillemets, pour la bonne cause, parce qu'on a cherché à, comment dire, il y a une conscience patrimoniale commune qui a commencé véritablement à naître avec l'idée d'une responsabilité patrimoniale commune et la nécessité de renforcer les contrôles à l'importation des biens culturels. Et la France, finalement, l'a adopté en 2016, par une loi de 2016, simplement ce renforcement de l'importation des biens culturels. Mais ça joue aussi dans cet encadrement juridique en termes de spoliation, ça vise à ce qu'il y ait moins de spoliation par définition.
Donc je vous remercie beaucoup. Donc pourquoi la transition était toute trouvée? C'est que quand on avait discuté ensemble de tes années au musée, à la direction, excuse-moi, des musées de France, tu m'avais, dressé quasiment pas un roman, mais heu, toute une, épopée. Ça a é Ça a été un roman, donc tes années, véritablement, comment dire? Clés, passées à la direction des musées de France parce que, je pense que c'est ce que tu souhaites développer là. C'est là où tu as, pris conscience de la question des spoliations et du problème des restitutions et en même temps, du principe d'inaliénabilité, des œuvres, appartenant aux collections publiques et tu m'as dit: «Bah, faudrait tout commencer à partir de l'édit de Moulins de 1566», donc voilà. Tu veux que je réponde à cette question? Et quel est le domaine de la D'abord, merci de me donner la parole. Ça me rajeunit parce qu'il y a un peu plus de 40 ans, à plusieurs reprises, je me suis trouvé dans des structures universitaires un peu dans la même position. Et puis également de me donner l'occasion de parler de sujets qui m'ont passionné à plusieurs reprises de ma carrière, s'agissant des spoliations, des restitutions, mais dont on ne peut pas parler sans préalablement s'interroger sur la raison pour laquelle, dans les années 90, on s'est posé de manière très spécifique le problème du statut des collections. Pourquoi? C'est à cette question qu'il faut d'abord répondre. Et 1566 est une date importante à cet égard. Alors, pourquoi en 90, nommé par Lang à la direction des musées de France, je me suis posé la question d'élaborer une loi musée. Il faut se rappeler de la situation dans laquelle on est. En 92, on vient d'ouvrir le grand marché européen et on s'aperçoit qu'il y a 3 catégories de biens qui échappent au marché, qui doivent échapper au marché: les drogues, les armes et les biens culturels. Simplement, personne au ministère de la Culture s'était posé la question de savoir comment on faisait. Donc, on débat. Et je commence à me rapprocher de mes voisins, les Italiens, qui ont toujours de très beaux textes pas respectés, les Espagnols et les Catalans, qui bien sûr ne sont pas d'accord, les Hollandais. Et il nous faut engager une discussion, bien sûr à Paris, entre les conservateurs et les marchands d'art, qui ne sont pas d'accord, et à Bruxelles, entre ceux du Nord qui veulent tout marchander et ceux du Sud qui veulent, dans des conditions très différentes, tout faire échapper au marché. Et donc, c'est là le premier moment où on est obligé de se confronter entre Européens sur le statut de nos œuvres respectives. Première préoccupation. Et vous voyez, ce n'est pas du tout une question de spoliation, on est loin de se poser la question. La deuxième raison, c'est qu'en 92, on est 10 ans après les lois de décentralisation dans notre pays. C'est-à-dire que les communes ont des droits élargis sur leur gestion et notamment sur la gestion de leur patrimoine, moyennant quoi les conservateurs sont très inquiets, car ils savent que dans des pays voisins, certaines communes, et non des moindres, n'ont pas hésité à vendre des éléments de leur collection pour soulager leurs finances locales. Et puis 92, c'est aussi 2 siècles après la Révolution. Et pour fêter la Révolution, dont vous vous souvenez quand même qu'elle a organisé nos grands musées, nous nous interrogeons avec 2 grands historiens, Christophe Pomian et Édouard Pommier, sur ce qui s'est passé en 92. Or, vous le savez, au sein de l'Assemblée révolutionnaire, en août 92, il y a ceux qui veulent, tel Pol Pot, détruire les biens qui représentent le régime honni, et puis ceux qui, avec l'abbé Grégoire et un certain Dussault, veulent au contraire, quelle que soit l'origine des biens, les préserver parce qu'ils témoignent de notre histoire et qu'elles doivent être préservées pour les générations à venir. C'est cette deuxième
attitude qui va... J'ai parlé de mes problèmes à mes collègues de la Cour des comptes qui commencent, comme c'est le cas quand un collègue est à l'extérieur, qui commencent à contrôler ma gestion. Et je leur dis que j'ai élaboré un projet pour protéger l'inaliénabilité des collections publiques et notamment pour imposer que ces collections soient bien inventoriées. Parce qu'il n'y a pas d'inaliénabilité s'il n'y a pas d'inventaire. Or, on avait le principe d'inaliénabilité, mais on avait des inventaires épouvantablement foireux et qui, de surcroît, n'étaient pas récollés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas vérifiés périodiquement sur pièce et sur place pour s'assurer de leur sécurité. Et donc, la Cour des comptes rend un rapport désastreux sur les inventaires des musées et aborde la nécessité de poursuivre la réflexion que j'ai engagée. Au bout de laquelle, le projet de loi est voté en janvier 2002 et reprend in extenso les principes sur lesquels mon projet avait été bâti. C'est-à-dire, premièrement, inaliénabilité et imprescriptibilité des collections. Deuxièmement, nécessité de gérer rigoureusement les exceptions et surtout de garantir les inventaires, leur régularité et leur récollement périodique. Voilà ce qui doit servir de cadre à notre discussion et qui a servi de cadre à l'histoire qui va ensuite se développer sur 3 catégories de biens, pour reprendre nature des biens que tu évoquais tout à l'heure, que j'évoquerai volontiers avec vous, si vous le souhaitez. Les biens spoliés pendant les persécutions antisémites, d'abord de 40 à 45, puis élargies de 33 à 45. Deuxième catégorie de biens qui sont très différents dans leur conception, leur gestion possible, les restes humains. Et puis, troisième catégorie de biens, elle-même mal définie, et le report du débat que tu évoquais tout à l'heure en témoigne, les biens post-coloniaux, si je peux dire. Voilà. Mais il me paraissait très important, il faut vraiment que nous soyons conscients du fait qu'on ne peut pas discuter, même si la loi à l'origine n'a pas du tout été conçue pour répondre aux questions de spoliation et de restitution. Franchement, quand je me bats pour cette loi en 92-94, personne ne pose le problème des restitutions. Personne. J'y reviendrai tout à l'heure. Personne non plus ne repose la question des spoliations des biens à la suite des persécutions antisémites. Mais, même si ça n'était pas notre préoccupation, c'est devenu ensuite le cadre par rapport auquel toutes nos discussions sur les restitutions et les spoliations doivent être faites. Et ce stade, voilà, ça doit être avec le... Merci beaucoup. Je voulais savoir, juste pour compléter ce que tu viens de dire, si tu pouvais nous parler de ton action dans les 2 commissions, puisque tu insistais sur l'importance des inventaires et du récollement. Où il y a des étudiants aussi, nous expliquer un tout petit peu en quoi ça consiste. Ou bien j'aborde chacune des catégories, biens spoliés, restes humains et biens post-coloniaux, ou bien j'aborde ces questions des inventaires, parce que là c'est vraiment très différent, la question plus large que la seule question des spoliations. Il se trouve que j'ai présidé pendant 10 ans une autre commission qui pose ce problème, qui est la commission de récollement des dépôts d'œuvres d'art, qui interfère avec notre débat, mais marginalement. Pourquoi ? Parce que les biens de l'État, les œuvres d'art dans les musées de l'État ont été souvent très largement déposées dans nos musées de collectivités locales et à l'étranger même, y compris dans des musées étrangers. Au musée d'Alger, il y a eu beaucoup de dépôts, dont certains ont un peu disparu. Dans beaucoup de musées africains qui nous réclament aujourd'hui des œuvres, il y a beaucoup de dépôts qui ont été faits, qui ont un peu disparu. Ce qu'on oublie. Si vous aviez visité avec moi en 92 le musée de Cotonou, où il n'y avait pas de porte et pas de fenêtre, vous comprendriez la question qui n'est pas posée aujourd'hui. Donc,
le récolement, les inventaires, encore une fois, je répète ce point parce que c'est la réponse que je dois te donner, il n'y a pas d'inaliénabilité s'il n'y a pas d'inventaire et il n'y a pas d'inventaire fiable s'il n'y a pas de récolement périodique. C'est mon côté Cour des comptes et c'est le cœur de l'intervention de la Cour. Voilà, mais pour aller au-delà, c'est une autre question de répondre successivement aux 3 catégories que j'ai évoquées, les biens spoliés, les restes humains et les revendications postcoloniales, même si certaines se passent. Passionnante des péripéties de l'obélisque d'Aksum en Éthiopie et de ces allers et retours, on pourrait dire. Et j'ai regardé de sa hauteur et de son poids, donc c'était toute une affaire. Alors oui, merci beaucoup. Effectivement, alors j'ai aussi beaucoup appris en préparant cette intervention et comme a été dit tout à l'heure, effectivement, l'Italie avait prévu déjà en 1939, mais cette date est quand même très importante, hein, c'est une date clé dans l'histoire italienne et qui est aussi beaucoup liée à la question de l'obélisque d'Aksum, avait voté une loi visant concernant la sauvegarde des biens culturels d'intérêt artistique ou historique volés et donc qui permettait qui portait principalement sur les objets qui avaient quitté le territoire italien de manière illégale. Donc on est à une époque, je reviendrai, on est à l'époque mussolinienne où le régime que ce soit de cinéma ou même de protection de l'art est particulièrement restrictif. Alors donc l'obélisque d'Aksum, c'est vraiment une odyssée. Il y a un bouquin que j'ai beaucoup apprécié dans la préparation de cette conférence qui parle de l'odyssée de l'obélisque d'Aksum, car il y a des allers-retours entre l'Éthiopie, l'Italie et l'Éthiopie, et qui est lié, à vrai dire, à l'impérialisme. C'est ça qui est très intéressant, qui m'a passionné, c'est-à-dire que c'est lié à proprement parler, à une grande défaite, même la plus importante des fêtes coloniales, et qui, par la suite, est aussi érigée comme symbole de ce rappel, de cette révocation, de cette remise en place de la grandeur et de la splendeur de la romancienne par Mussolini. Et plus tard, sera l'identité en revanche d'une certaine paix retrouvée, ou alors d'espoir de paix retrouvée, notamment en Éthiopie, lorsqu'on sera restitué. L'obélisque d'Aksum me semble intéressant par rapport à la question générale d'un point de vue européen, peut-être français, de la restitution des biens culturels spoliés pendant l'époque coloniale, car en France, justement, c'est une question, me semble, assez récente, alors qu'en Italie, il était clair déjà à la sortie de la guerre que par le traité de paix et par le traité, une convention bilatérale entre l'Italie et l'Éthiopie, que l'obélisque d'Aksum, avec d'autres objets un peu, pas que deux autres, mais un certain nombre d'objets, soit restitué dans l'année. Donc, à vrai dire, on a un cadre juridique très clair qui est posé à la sortie de la guerre, et je vais y revenir. Et donc, on les trouve non seulement à Aksum, on trouve des obélisques, notamment en Égypte, une preuve, un obélisque, nous l'avons à Paris. Mais ce qui est intéressant, c'est que les formes et les caractéristiques des obélisques d'Aksum sont assez uniques au monde. Je vais vous montrer, j'ai trouvé par un tout hasard une vidéo, je pense, d'un touriste qui va sur le site d'Aksum et qui permet de voir aussi l'importance de ces obélisques, que je vous le montre tout à l'heure. Et la fonction, semble-t-il, était à la base essentiellement funéraire, commémorative, et les obélisques donc symbolisent un palais à étages. Vous le verrez au niveau des fenêtres qui sont rangées et qui avec
plutôt un piédestal qui donc est une grande et lourde dalle de granit qui doit assurer l'équilibre du monument qui est très important. Et l'obélisque de Rome, c'est comme ça que les scientifiques le définissent, se trouve dans un complexe de 6-7 obélisques que je vais vous montrer. Ils sont tous de tailles différentes et celui qui a été emporté en Italie en 1937, c'est le deuxième en termes de taille. Il est haut 24 mètres et le poids fut estimé à peu près à 200 tonnes de l'élévant. Alors, je voulais justement vous montrer cette seconde phase de la colonisation, quand bien même la première colonie, c'est-à-dire l'Érythrée, date de 1890. Et à cela, on suivit la colonie de la Somalie et en 1911, la Libye. Alors, il est intéressant de souligner que lorsque l'Italie se lance dans ce mouvement de colonisation, donc à la fin du 19e siècle, cette période coïncide avec ce qu'on appelle le Risorgimento, c'est-à-dire Renaissance peut-être en français. C'est une époque où l'Italie s'unifie. L'unification italienne date du 27 mars 1861 et à cette époque, différentes puissances européennes, notamment la France, possèdent déjà des territoires d'outre-mer. Et c'est l'époque où il y a un certain ferment européen de se lancer vers la conquête des terres, des nouvelles terres, des terres compensation, c'est-à-dire cette région du Tigré. Ils étaient très ambitieux, les Italiens, à cette époque. Évidemment, ce n'est pas ce qui se passera. Et Ménélique attend l'armée italienne qui était composée d'environ moins de 20 000 soldats, dont 11 000 Italiens et 7 000 Ascari, on les appelle les Ascaris, c'est-à-dire, c'est un terme grec qui renvoie aux soldats. C'était ce que seront plus tard les troupes coloniales, avec donc une armée de 200 000 soldats. Donc c'est une hécatombe totale. C'est une grande défaite. C'est même connu comme être la grande défaite de la période de l'impérialisme. Cela se passe le 1er mars 1896. Donc cette date va rester dans l'esprit des Italiens comme la grande défaite, la grande humiliation historique de l'Italie. D'ailleurs, sous le champ de bataille où il y a, sous l'ancien champ de bataille, ce champ de bataille, s'appelle, semble-t-il, encore aujourd'hui Dib Dib, qui signifierait le lieu des corps coupés en pièces. Ça a été vraiment une carnificie. Alors, cette défaite, comme je vous disais, va être ressentie dans l'esprit italien comme une véritable humiliation dont se fera, qui nourrira plutôt la narration plus tardive, fasciste, donc des années 30, et donc alimentera aussi ce besoin, cet esprit de vengeance vis-à-vis de cette histoire. Donc, il va falloir réaffirmer en Italie la valeur et notamment l'orgueil de l'armée italienne. Alors, entre-temps, en Éthiopie, l'Éthiopie donc gagnante, Ménélique organise des grandes fêtes pour cette victoire, va mettre en place un projet de modernisation de l'Éthiopie et surtout de la révalorisation des obélisques. Alors, il faut imaginer qu'à cette époque, il y a énormément des obélisques qui sont à terre, donc qui sont restés à terre pendant plusieurs siècles, et que Ménélique, lui-même se dit il faudrait peut-être les ériger à nouveau car l'impact visuel renvoie au pouvoir de l'Empire, etc. Donc ça, c'est très important, cette idée d'impact visuel, car ce sera également ce qui poussera finalement Mussolini à se dire, on va amener cette pièce en Italie. Alors, lorsque Ménélique de mort, c'est sa fille qui prend le pouvoir, qui va être intronisée la reine des rois. Et lorsqu'elle meurt, c'est le roi Tafari Makonnen qui prendra donc le nom, qui sera couronné à Addis Abeba, donc sous le nom de Haïlé Sélassié. Et qui va notamment lui faire dès l'obélisque le symbole national du pays, mais beaucoup plus tard. Alors, donc, entre-temps, il y a un changement au sein de l'Empire en Éthiopie.
Et en Italie, donc l'Italie continue tant bien que mal de coloniser, de mettre en place une administration, donc en Érythrée, en Somalie, en Libye également, en Cyrénaïque et en Tripolitaine. Et dans les années 20, cet homme devient président du Conseil du Royaume d'Italie, donc Mussolini. Et en 1935, il obtient le pouvoir, il obtient le nom de dictateur. Et c'est là qu'il va développer, et ça va être, on le voit même par le lieu physique où sera son bureau, il va développer le mythe fasciste de la romanité. Ce qu'il veut, c'est vraiment restaurer ce monde ancien. Ce qu'il veut, c'est restaurer cette discipline. Il veut exalter justement la nation, l'autorité qui était propre de la romantique. Alors, même au cinéma, on le voit, le cinéma Scipio l'Africain, c'est un film très célèbre en Italie. Et l'Éthiopie, il y a ce souvenir de 1896, mais aussi Mussolini pense tous les Italiens qui ont été mal accueillis, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France d'ailleurs, il rappelle beaucoup le massacre des Italiens dans les Salines à Aigues-Mortes, donc il faut laver tout cela. Et l'Éthiopie est constituée comme être la terre promise pour les Italiens, là où il faut revenir, il faut attaquer, il faut prendre possession. Entre l'Érythrée et l'Éthiopie, et il arrive avec une armée de 400 000 soldats, alors là il était absolument bien armé, avec des centaines de chars d'assaut et d'avions qui sont prêts au combat. Et ce qui est intéressant, et ce n'est pas anodin, c'est qu'il justifie également cette conquête, cette plutôt occupation, par le fait que, il se dit en Érythrée, en Éthiopie, les chefs pratiquent encore l'esclavage. Et donc, il y a une chanson que je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous invite à l'écouter, qui s'appelle Faccetta Nera. Faccetta, c'est petit visage noir. Et c'est là où ce message de l'esclavage est diffus. La propagande est très importante à cette époque, et la musique en a une. Et donc, un des motifs va être l'esclavage. Et d'ailleurs, lorsque cette nouvelle armée en 1935 arrive, le général qui était à l'époque, qui conduisait cette armée, va interdire, supprimer l'esclavage, comme cela renvoie encore une fois à cet esprit de civiliser les populations soumises. Et donc, en 1936, finalement, une année plus tard, Haïlé Sélassié est pris devant une armée très importante. Il a une armée aussi riche, mais il est pris au dépourvu car les 150 avions bombardiers vont déverser sur le territoire d'Addis Abeba des bombes à gaz sur les soldats éthiopiens. Donc cela va être un nouveau massacre. Et il y aura environ 200 000 Éthiopiens qui décéderont, et à peu près 15 000 entre morts et blessés du côté italien. Alors ça, c'est très important, car c'est finalement la revanche que prend Mussolini, et qui va aussitôt, après avoir eu connaissance de cette victoire, il va proclamer l'Empire pour notamment préserver le site d'Aksum. Et donc, il veut programmer des recherches futures, et il va l'obélisque non plus sur la composition de ces ouvrages. Donc, il y a des études qui se font, mais ce qui est intéressant, c'est qu'autour de cet obélisque, pendant plusieurs années, un certain temps, il y a toute une société, tous les hommes qui se mobilisent, et qui ont une certaine ferveur de cet obélisque, ce monolithe. Vraiment, c'est l'idée fixe des Italiens, que ce soit des employés, des terrassiers, des directeurs, des mineurs, peu importe. Mais il y a une frénésie, et on essaye d'organiser ce convoi pour Rome. Et donc, finalement, on y parvient. On a défini cette arrivée de l'obélisque de fureur épique.
tellement qu'on est sur l'excitation. Et donc, il aura fallu 60 jours pour amener finalement ce monolithe au port d'embarquement. En 1945, notamment avec le traité de Paris 2 ans plus tard, en 1947, à l'article 37, on prévoit finalement que, pour ce qui est du traité avec l'Italie, que tous les œuvres d'art, tous les objets religieux, archives, etc., qui appartenaient à l'Éthiopie ou alors à ses ressortissants, qui avaient été entre-temps transportés d'Éthiopie en Italie depuis le 3 octobre 1935, devaient être restitués. D'ailleurs, je vais vous parler de ce traité italo-éthiopien de 1956 qui vient également obliger justement l'Italie à restituer tout cela à la fin de l'année. Donc, le traité est de mars 1956 et l'Italie s'engage à restituer pour la fin de l'année 1956. Alors, vous savez tous que cet obélisque a été restitué seulement en 2004-2005, c'est-à-dire qu'après toute une série de péripéties. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une base juridique. Mais pourquoi ce traité n'a pas été, et pourquoi cet obélisque n'a pas été restitué? Car l'Éthiopie, à vrai dire, a connu des grands ravages, des guerres, des révoltes, notamment avec l'Érythrée, car lors de l'administration de l'Angleterre de ces terres, l'Angleterre voulait que l'Érythrée fasse partie de la fédération de l'Éthiopie. Et donc, qu'ils soient une région de l'Éthiopie. C'est ce que l'Érythrée n'a jamais voulu accepter. D'ailleurs, l'indépendance a été déclarée en 1993. Donc, c'est seulement à ce moment que les tensions ont pu s'atténuer. Donc voilà, l'obélisque a toujours fait l'objet d'une restitution. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'à d'autres époques, lorsque notamment Haïlé Sélassié va à Rome pour, d'ailleurs, sous volonté d'Aldemoro, ça c'est quand même très intéressant de le préciser, il arrive à faire un deuxième voyage dans les années 70, à ces moments-là, Haïlé Sélassié dit aux Italiens: nous sommes tous les deux, l'Éthiopie et l'Italie, victimes d'un régime qui nous a privés de nos libertés, qui nous a privés de nos droits, c'est-à-dire le régime fasciste. Donc, nous sommes amis, et donc il y a une certaine alliance, une certaine amitié qui est renouée entre l'Italie et l'Éthiopie. Alors, cet obélisque, cela n'empêche que l'obélisque, tout de même, est là et que doit être restitué. Alors, évidemment, il y a un clivage au sein de la politique. Les gens, la droite, ne souhaitent pas restituer cet obélisque pour sa symbolique et surtout met en avant l'idée qu'il est trop fragile. Et qu'on ne peut pas, ce serait trop risqué de faire restituer cette stèle. La gauche, en revanche, se pose la question de savoir pourquoi cet obélisque se trouve toujours en Italie. Et d'ailleurs, il y a un sondage qui est fait à ce moment pour voir les Romains, qu'est-ce qu'ils en pensent de cet obélisque. Et finalement, les Romains ne savaient même pas d'où il venait. Il n'y a que 10% des Romains qui sont à la connaissance de cet obélisque, de sa provenance. C'est là pour dire que... Alors, il y a eu raison à ça, mais je la dirai plus tard. Alors, pour terminer, on en arrive aux années 2000. En 2002, une convention s'est signée en 2004, une nouvelle convention, alors qu'on n'en avait pas besoin. Parce qu'il y avait toujours les conventions de 47 et 56, le traité de Paris et l'accord bilatéral. Mais on en arrive tout de même à une deuxième convention en 2004, permettant donc l'acheminement de l'obélisque à Addis Abeba. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2002, alors que on se préparait à cet accord, il y a une foudre qui frappe l'obélisque et qui ravage la pointe de l'obélisque à tel point que cela coïncide avec un grand sommet de l'UNESCO à la FAO, et il y avait le ministre éthiopien qui accuse les Italiens d'avoir négligé, de s'être moqué des Éthiopiens pendant 150 ans et d'avoir laissé cet obélisque aux aléas climatiques. Alors les Italiens vont restructurer l'obélisque dans les
2 ans qui vont suivre, et après plein de péripéties pour comprendre quels avions auraient pu mener cet obélisque. L'obélisque rentre en Éthiopie en trois moments. Car il n'y avait pas d'avion qui pouvait cheminer plus de 200 tonnes. Il y avait le risque d'un écrasage, et aussi l'obélisque devait rester à une température qui ne descendait pas, je pense, en dessus de 5 degrés. Voilà. Donc finalement, on y parvient, et depuis 2008, alors l'Italie restituera l'obélisque grâce également à l'aide économique de l'UNESCO, et cet obélisque et le site d'Axum est depuis 2008, il me semble bien, patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà les petites péripéties de cet obélisque. Qui doivent se situer par rapport à la loi musée que je vous ai décrite, 3 catégories de biens qui ne sont pas exclusives, parce qu'il y a d'autres conflits dont je ne traiterai pas. Il y a des revendications à l'égard de la France, qui ne sont pas seulement les revendications italiennes. Quand j'étais directeur de cabinet, il m'est arrivé que Jacques Lang m'appelle dans son bureau en me disant « Écoute un peu, c'est très intéressant ». C'était Mélina Mercouri qui hurlait au téléphone en disant « Mes fresques du Parthénon ». Bon, on l'a calmé, on a fait ce qu'on a pu, mais c'est un exemple qui montre que je ne vais pas être exhaustif en vous parlant des biens spoliés à la suite des persécutions antisémites, des restes humains réclamés et des restitutions postcoloniales. S'agissant des biens spoliés, quand j'arrive au ministère de la Culture, après avoir été directeur de cabinet, après avoir contrôlé les musées dans les années 70, je n'ai jamais entendu parler des biens spoliés. Jamais. Et personne, spontanément, ne m'en a parlé. Les Allemands ont prélevé tout un tas de collections, essentiellement à Paris, mais aussi ailleurs, que les collections parisiennes étaient rassemblées au Jeu de Paume, où le maréchal Göring, qui s'intéressait beaucoup à l'art, comme vous le savez, venait périodiquement, où des conservateurs venaient lui faire des saluts profonds, ce qu'on n'avait pas très envie de m'expliquer, et qu'il y avait aussi une dame qui s'appelait Rose Valland, qui était une conservatrice adjointe, qui avait été placée là avec la bénédiction de Jacques Jaujard, qui était mon lointain prédécesseur, et qui la protégeait autant qu'il le pouvait, y compris par rapport à ses collègues collaborationnistes, et que cette dame avait laissé des archives qui étaient chez nous, et j'ai demandé si elles étaient exploitées. On m'a dit, ben non, c'est compliqué, on ne sait pas très bien faire, mais qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières années? Ah oui, alors quand même, on a été attentifs. Et il y a eu des œuvres qui, dès 1945, dans le cadre d'une ordonnance du gouvernement provisoire, ont été rendues aux ayants droit. Et puis ensuite, des œuvres qui sont revenues d'Allemagne et qu'on a présentées dans une exposition pour que les ayants droit puissent, le cas échéant, les reconnaître. Et puis on les a inscrits dans un inventaire particulier dont la désignation n'apparaît que dans les œuvres qui sont exposées, MNR, Musées nationaux, récupération. Ce que l'on avait fait de ces œuvres, on les a déposées dans tout un ensemble de musées. Certaines sont encore au Louvre, d'autres dans les réserves. Mais qu'en est-il? Est-ce que je peux avoir des états précis? Non, on ne sait pas très bien. On n'a plus d'inventaire extrêmement rigoureux. Et surtout, l'affaire a un peu disparu des radars. J'ai décidé avec mon adjoint de transmettre les archives aux archives diplomatiques qui étaient mieux à même que nous de les exploiter et qui probablement n'auraient pas eu les mêmes réticences à le faire. Transfert des archives à la diplomatie, recours à la chancellerie pour vérifier la disponibilité des œuvres, et puis troisième effort,
essaie d'obtenir des inventaires rigoureux. Comme je n'y parvenais pas dans les discussions orales que j'avais avec mes collaborateurs, j'ai décidé d'envoyer des circulaires, ce qui n'est pas très fréquent, demandant à chaque chef de département de bien vouloir me donner un état précis, explicité s'agissant de l'état des œuvres et récollé sur notamment les œuvres déposées à l'extérieur. Je n'y suis pas parvenu. J'ai donc demandé ensuite à chaque responsable nommément désigné de bien vouloir m'adresser ces états. Et lorsque, en juillet 1994, j'ai été remercié, je n'y étais toujours pas parvenu. Et donc, je commence là la liste de mes échecs, car j'en ai connu d'autres dans les autres catégories de demandes de restitution. Heureusement, comme je le disais tout à l'heure, j'avais exposé mes malheurs à mes collègues de la Cour des comptes, qui donc ont rendu un rapport en 1995-96 qui expliquait que le problème des restitutions n'avait pas pu être traité comme l'un de leurs collègues avait tenté de le faire. Heureusement, nous avons été aidés dans cette démarche par le fait que Christine Albanel, qui allait devenir ministre de la Culture un peu plus tard, a rédigé un très beau discours pour le président de la République, qu'il a prononcé en juillet 1995 pour commémorer l'affaire du Veldiv et reconnaître la responsabilité de l'État français, ce qui n'avait jamais été fait, dans les persécutions antisémites dont certains de nos concitoyens avaient été victimes. Et du même coup, l'affaire que j'avais tenté de désenvelopper est repartie. Le Premier ministre, en 1997, a créé une commission confiée à M. Matteoli pour essayer de mettre en place un dispositif de traitement de cette question. Il a été complété par la création, je crois que c'est en 19, d'une mission de recherche et d'élaboration des travaux sur les provenances de ces œuvres-là, spécifiquement, mais plus largement aussi au-delà même des œuvres spoliées, qui a fait un travail remarquable pour essayer de répondre à la question que vous avez posée avant 1994. Le travail a beaucoup progressé et il a été repris. Alors d'abord, une initiative a été prise en 2022 qui concernait non pas les œuvres directement remises en 1945, non pas les œuvres inscrites parmi les MNR sur celles qui avaient été spoliées explicitement en 40-45, mais sur des œuvres qui avaient été achetées par les musées, donc inscrites dans leurs inventaires et qui néanmoins provenaient de spoliations, quelquefois avant la guerre, après 1933.